Ok. Donc aujourd'hui, le cours, il va porter sur la programmation linéaire. Et la fin du cours, ça sera sur la programmation en nombre entier, mais on n'aura pas le temps d'aborder ça aujourd'hui. On va aujourd'hui parler de programmation linéaire. C'est sur ça que vous avez le prochain TD et même les deux prochains TD. Ça sera programmation linéaire et en nombre entier. Alors, qu'est-ce que c'est que la programmation linéaire ? On va toujours, comme toujours, les problèmes qu'on va aborder, je vous les ai mis là. On va parler encore de flow maximum et coupe minimum. On ne va pas refaire le travail qu'on a déjà fait, mais vous allez voir que ce qu'on a fait, ça se lie de façon assez spectaculaire au spectre, à la lumière de la théorie de la programmation linéaire. Et on résoudra le problème de couverture par sommet, qui est un problème difficile, qui est un problème NP complet, par la programmation en nombre entier. Du coup, j'ai un petit peu vendu la mèche d'entrée. Il y a une grosse différence entre la programmation linéaire et en nombre entier. Outre le fait qu'en nombre entier, il n'y a que des nombres entiers, c'est la complexité. La programmation linéaire, si vous arrivez à modéliser un problème sous forme d'un programme linéaire, algo polynomial pour le résoudre. Garantie. D'accord ? Le cadre générique de la programmation linéaire, c'est polynomial d'optimiser ces programmes linéaires. Par contre, si vous demandez que les solutions soient entières, ça devient NP difficile. Okay ? Et donc c'est pour ça qu'avec la programmation en nombre entier, on arrivera à modéliser un problème qui est NP difficile, à l'exprimer dans le cadre de la programmation en nombre entier, linéaire en nombre entier. Ok. Donc la programmation linéaire, qu'est-ce que c'est ? Le problème, de façon générique, il s'énonce comme ça. On vous donne M réel. Alors M, c'est le nombre d'équations dans le programme linéaire. Voilà. Allez, installez-vous. Faites-moi le silence que je puisse parler. Donc M, c'est le nombre d'équations. N, c'est le nombre de variables. OK ? M, c'est le nombre de variables. Et ce qu'on vous donne, du coup, c'est un système linéaire de M équations avec N variables. Donc, on vous donne tous les coefficients du système linéaire. C'est ça que dit ce truc-là. Vous avez les seconds membres des équations, c'est les B. Vous avez les... Alors ça, c'est les N réels là, c'est pour la fonction à optimiser. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande de résoudre ça. De résoudre ce programme linéaire. Donc ça, c'est les coefficients IJ. Il y en a M fois N. On vous demande... Donc, ça fait M équations sur N variables qui sont les XJ. D'accord ? Ça, comme j'ai dit, les BI, c'est les seconds membres. Donc, vous avez à résoudre ces M équations sur N variables. Et ce n'est pas des équations, c'est des inéquations inférieures ou égales au second membre, sous contrainte que, sous-entendu, que tous les xj, toutes les variables, elles doivent être positives. Les solutions que vous donnez, c'est des solutions positives. Okay ? Et donc il faut trouver une assignation des variables qui satisfait ces contraintes. Ça, c'est les contraintes. Et le but, c'est sous ces contraintes, c'est de maximiser cette fonction-là. Cette combinaison linéaire des variables, d'accord, des CI XJ. Donc les CI, là, ici, c'est ce qui forme la combinaison linéaire à maximiser. Les BM, ce n'est pas des voitures, c'est les seconds membres des équations. Et les AIJ, c'est une grosse matrice qui sont tous les coefficients des variables, des n variables dans les m équations. Donc m fois n coefficients. Okay. Eh bien, résoudre ce problème, donc trouver une assignation des variables qui maximise ce truc-là sous ces contraintes-là, c'est polynomial. Il y a des algos en temps polynomial pour trouver une assignation qui réalise le maximum de ce truc-là lorsque le maximum existe. On va en parler dans 2 secondes. Le maximum, il n'existe pas toujours. Donc si j'exprime sous forme matricielle là, plutôt que sous forme de somme abstraite, ça devient peut-être plus clair. Ce qu'on cherche à faire, c'est à maximiser une combinaison linéaire. Donc là, j'ai pris 4 variables. Okay, 4 variables et 3 équations. Du coup, 3 fois 12 coefficients qui sont les AII, qui vont de A11 à A34. Ce que je cherche à maximiser, c'est cette combinaison linéaire des variables. Je cherche à trouver une assignation de x1, x2, x3, x4 qui va maximiser ce truc-là. Tout le reste est fixe. Hein. Les C, c'est fixe.
Les B, c'est fixe, c'est les constantes. Les coefficients ici, c'est les constantes qu'on m'a données. Okay. Je cherche à maximiser, trouver une association qui maximise ça sous ces contraintes-là. Et avec des contraintes qui sont toujours sous-entendues dans la formule générale, en tout cas, dans la formule standard, qui sont que les xi doivent être positifs. Okay. Ok, bon. Si je l'écris sous forme matricielle, ce qu'on va faire là un petit peu quand même de temps en temps, vous savez que cette combinaison linéaire, je peux l'écrire comme un produit scalaire. C'est le produit scalaire du vecteur en ligne des C1, C2, C3, C4 par le vecteur en colonne des variables x1, x2, x3, x4. D'accord ? Et les contraintes aussi, je peux les écrire comme un produit matriciel. La matrice des coefficients qui me sont donnés fois encore le vecteur des variables x1, x2, x3, x4. Il doit être inférieur, ce produit matriciel doit être inférieur au vecteur colonne des seconds membres. Okay. Ça, c'est là. Les x1, x3, x4, c'est les variables ici. Et tout ce gros paquet là de coefficients, ça forme une matrice dans la façon d'exprimer linéaire. Et toujours, vous avez toujours ces contraintes sous-entendues. Plus ou moins sous-entendues. Rappel pour le produit matriciel, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, quand on multiplie un vecteur ligne par un vecteur colonne, ça fait un vecteur qui a la même hauteur que le truc de gauche et la même largeur que le truc qui est au-dessus. Ça veut dire ici 1, 1. Donc ça fait un nombre. Et ce nombre, comment on le calcule? On fait les produits comme ça. C1 fois x1, plus C2 fois x2, plus C3 fois x4, plus C4 fois x4. C'est pour ça que ce qu'on trouve ici, c'est notre combinaison linéaire qui nous intéresse. Okay. C'est comme ça qu'il faut lire ces produits matriciels. Au cas où ça fait longtemps que vous n'ayez pas vu de matrice, je vous rappelle ça. Du coup, pareil, quand vous avez une matrice contre un vecteur ou contre une matrice, c'est pareil. La hauteur du résultat, c'est le nombre de lignes du résultat, c'est le nombre de lignes du truc de gauche, et le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes du truc au-dessus. Donc là, ce sera 1 par 3. Okay. Et qu'est-ce que je mets dans ce coefficient-là? On va dire celui du milieu, peut-être, pour faire un truc plus générique. Qu'est-ce que je mets dans celui-là de coefficient, ici? Ben, je mets le produit de ce machin-là par x1, ce machin-là par x2, ce machin-là par x3, ce machin-là par x4. Okay. Donc je me retrouve avec A2, 1, x1, A2, 2, plus A2, 2, x2, plus A2, 3, x3, plus A2, 4, x4. Et ça doit être, normalement, la deuxième équation du système que j'ai présenté avant. Ça doit être celle-là. Okay. Donc voilà pourquoi on peut les écrire sous forme matricielle, ces trucs-là. OK. Donc ce qu'on cherche à faire, si on l'exprime sous forme matricielle, c'est peut-être plus simple. On cherche à maximiser le produit scalaire de notre vecteur de variable par le vecteur des CI, sous contrainte que la matrice des coefficients là, appliquée à notre vecteur de variable, ça donne un vecteur qui est plus petit que le vecteur des seconds membres, avec tous les xi qui sont positifs. C'est ça la formulation canonique du problème de programmation linéaire. Exemple. Voilà quel genre de problème ça sert de résoudre. D'accord ? Ça sert encore une fois à optimiser des coûts ou des bénéfices sous certaines contraintes, du moment que ces contraintes peuvent s'exprimer comme des inéquations linéaires. Okay. Exemple du coup, un magasin veut fabriquer des pantalons et des vestes de sport, veut faire fabriquer des pantalons et des vestes de sport à une usine textile qui dispose de 750 m² de coton et 1000 m² de polyester. La fabrication d'une paire, donc ça va être des contraintes, okay, on ne peut pas dépasser ça, ça c'est le maximum qu'on peut utiliser. La fabrication d'une paire de pantalons, ça prend 1 m² de coton et 2 m² de polyester. Celle d'une veste, c'est 1,50 m² de coton et 1 m² de polyester. Okay. Donc ça c'est les contraintes. Sachant que le bénéfice du magasin sur une paire de pantalons, c'est 50 $ et sur une veste, c'est 40 $,
quelle est la commande que doit passer le magasin pour maximiser son bénéfice total. Donc quand vous avez des problèmes qui vous sont posés comme ça, vous en aurez sûrement. On en fera dans les TD, peut-être on en fera dans l'examen. C'est pas une mauvaise idée de faire ça. Moi, ce que je vous conseille, le premier truc à identifier, à mon sens, c'est pas les contraintes, c'est pas le truc à maximiser, c'est les variables. Dans ce problème, on va jouer sur quoi? Qu'est-ce qu'on doit déterminer? Parce que c'est ça le problème d'optimisation, c'est déterminer la valeur des variables. Okay, c'est ça la solution optimale qui vous intéresse. C'est telle variable, vous la mettez à combien, telle variable, vous la mettez à combien. Donc ici, c'est quoi ce sur quoi on joue? On n'a que deux trucs sur lesquels on peut jouer. Ouais, et puis, voilà, plus exactement, c'est le nombre de vestes et le nombre de pantalons qu'on va commander à l'usine. Alors c'est un peu rigolo parce que normalement les vestes et les pantalons ça va ensemble, mais là on s'autorise à ce qu'on commande pas le même nombre de vestes et de pantalons. Donc on a deux nombres, je ne sais pas comment je les ai appelés, x et y. Voilà. Donc on va dire x, x c'est le nombre de pantalons. Donc le nombre de pantalons, je vais l'appeler x, que je vais commander. Et y, c'est le nombre de vestes que je vais commander. Okay, à partir de là, quand on a les variables, en général, ça devient plus clair ce qu'on doit optimiser. Nous, ce qu'on veut optimiser, c'est notre bénéfice. Le bénéfice, c'est 50 $ pour une paire de pantalons. Donc si j'en commande X, je vais gagner 50 fois X. En supposant, hein, évidemment, là, il y a un gros supposé dans l'exercice, c'est que je vends tout ce que je commande. Je suis placé en royal dans une grande enseigne et c'est sûr que je vais vendre tout ce que je propose. Donc 50X plus 40Y, c'est ça que je cherche à maximiser. Okay, donc moi, je veux maximiser mon bénéfice. Donc là, ça commence à ressembler à en effet un problème de formuler sous forme de programmation linéaire. Je veux maximiser une combinaison linéaire de mes deux variables. Sous contrainte, quoi? Alors les contraintes, c'est là, il faut exprimer les contraintes. Déjà, je ne peux pas utiliser plus que le stock de l'usine. Et puis, un pantalon et une veste, c'est pas pareil. Donc, combien je vais utiliser de coton si je commande X pantalon et Y veste? Ouais. Ça marche. Je regarde ça. Je vois qu'un pantalon me prend 1 mètre carré de coton, une veste 1,5. Donc si je fais X pantalon, ça me prend X de coton, X mètres carrés. Si je fais Y veste, ça me prend 1,5 Y. Et ça ne peut pas déplacer la quantité de coton que j'ai, 750. Okay, et pareil pour l'autre. Si je m'intéresse au polyester, je vais avoir 2 fois X plus une fois, le 1 c'est celui-là, une fois Y, doit être inférieur à la quantité de coton que j'ai, 1000. À la quantité de polyester que j'ai dans l'usine, 1000. Okay, donc moi, c'est ça que je veux. Je veux maximiser mon bénéfice sous les contraintes de ce que ça prend de produire des pantalons et des vestes et ce que j'ai de disponible. Vous remarquez de suite que ces problèmes, quand même, pour qu'ils aient un sens, il faut qu'il y ait un second membre. Le second membre, là, l'inégalité avec le second membre, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime qu'on est dans un monde fini. Si vous modélisez, donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous enlevez les contraintes de disponibilité à l'usine, le problème, il n'y a plus aucun sens. Ce qu'il faut faire, c'est commander une infinité de pantalons et une infinité de vestes. Parce qu'au plus vous en vendez, au plus vous gagnez. Donc, si vous vous retrouvez, quand vous modélisez des problèmes sous forme de programme linéaire avec des problèmes qui n'ont pas de solution, donc il y a deux façons de ne pas avoir de solution. Soit les contraintes sont insatisfiables, okay, ce que vous voulez faire, ce n'est pas possible. Soit il n'y a pas de solution, je veux dire, il n'y a pas de solution optimale. Soit la solution optimale, c'est de mettre, c'est infini. Ça veut dire c'est de mettre tout à bloc. Donc là, quand les contraintes sont insatisfiables, ça dit deux choses différentes pour vous, pour votre problème du monde réel.
Quand les contraintes sont insatisfiables, c'est peut-être que vous avez une super idée, mais justement, c'est trop beau, ça ne marche pas. C'est pas possible de faire ça, de satisfaire toutes ces contraintes à la fois. Bon. Dans l'autre cas, c'est pas pareil. Dans l'autre cas, c'est sûrement que vous n'avez pas modélisé votre problème complètement, ou que vous avez fait une erreur en le modélisant. Mais plus probablement que vous ne l'avez pas modélisé complètement. Vous avez oublié que quelque part, en fait, il y a des contraintes qui sont sous-entendues pour vous, mais qui existent, et que l'usine, elle n'a pas une quantité infinie de coton, ni de polyester. Okay, donc, ces contraintes-là, c'est ce qui fait que le problème a un sens et qu'on va trouver un maximum et que le maximum n'est pas infini. Ok. Donc, ça donne, pour la modélisation de ce problème, quand on l'écrit, ça donne comme ça. Ça donne ça, ce qu'on vient de faire ensemble. Et bien sûr, je n'ai pas dit, peut-être c'est marqué, voilà, le X et le Y qui sont positifs parce que c'est des nombres de veste et de pantalon. Donc c'est vraiment la formulation standard que j'ai donnée du problème de prog linéaire. Okay, formulation standard du problème de programmation linéaire. Super. Comment on le résout ce problème? Oui. Ok. C'était pas forcément une question qui a appelé une réponse, mais oui, c'est ça qu'on va faire. Donc il y a quand même deux parties dans ce que tu as dit. Soit on manipule, on bidouille les équations et on arrive à trouver nous-mêmes à la main comment il faut mettre x et y. Il y a des méthodes qui ne sont pas de la bidouille, qui sont systématiques pour faire ça. On va en parler dans un moment. Mais surtout, en premier lieu, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, ce truc-là peut paraître un petit peu complexe. En réalité, se lit de façon très simple, s'interprète de façon très simple graphiquement. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'a dit votre camarade, ces contraintes, en fait, ces contraintes linéaires, là, les inéquations linéaires. Donc linéaire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de x au carré, il n'y a pas de y au carré, ni de racine de x et de y. Okay, c'est juste un coefficient constant fois x plus un coefficient constant fois y. C'est ça qu'on appelle linéaire. Ces contraintes linéaires, en fait, elles correspondent à des droites. Plus exactement, à des demi-plans. Quand il y a une inégalité, c'est un demi-plan. S'il y avait une égalité, vous le savez que c'est une droite. La droite d'équation x plus 1,5y égale 750. Okay, ça, c'est clairement l'équation d'une droite, une équation qui lie deux variables dans le plan euclidien. Alors dans le plan euclidien, parce qu'ici on est en dimension 2, mais s'il y a plus de variables, on est en dimension supérieure. Donc de façon générale, c'est un hyperplan. Mais ici, dans notre exemple en dimension 2, c'est des droites. Donc ça c'est l'équation de la droite où cette contrainte-là, elle est vraiment satisfaite à la limite. Il n'y a pas inférieur strict, il y a égalité. Et égalité, c'est autorisé dans inférieur ou égal. Donc ça, c'est le cas un peu limite. Donc si on trace ces cas limites, en fait, ces cas limites, c'est des droites. Okay. Donc là, elle est où celle-là? Je ne la vois pas. C'est celle-là. J'ai tout multiplié par 2. C'était x plus 1,5y. X plus 1,5y égale 750. Si je multiplie tout par 2, je me retrouve avec 2x plus 3y égale 1500. Et ça, c'est l'autre, elle n'a pas bougé normalement. Okay. Donc comment est-ce qu'on fait pour tracer ces droites? Si je vous donne l'équation d'une droite et je vous demande de la tracer, comment vous allez vous y prendre? Avec le bagage que vous avez, 4e année d'université. Voilà, vous allez faire comme un bon collégien. Il prend 2 points. Donc vous trouvez 2 points sur la droite. Par exemple, vous regardez où est-ce qu'elle coupe l'axe des ordonnées. Donc vous prenez x égale 0. X égale 0, ça vous donne un y.
Donc par exemple, ici, quand vous prenez x égale 0, ça vous donne y égale 500. Ben, c'est ce point-là, 0, 500. Si je prends y égale 0, ça me donne x égale 750. Ben, c'est ce point-là. Ça, c'est le point 750, 0. OK ? Une fois que j'ai mes deux points, je trace ma droite. Bon, je fais ça pour les deux droites, et ça me donne l'endroit où la contrainte est satisfaite à la limite. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément de la satisfaire à la limite. Ce que je veux savoir, c'est qu'en fait, surtout, ça me divise mon espace en deux. Il y a une partie dans laquelle elle n'est pas satisfaite, une partie dans laquelle elle est satisfaite. Ça veut dire une partie dans laquelle l'inégalité est stricte, supérieure, strictement supérieure, une partie dans laquelle elle est strictement inférieure. Je vais jamais tenir un cours. Et sur la droite, il y a égalité. Eh ben. OK. Donc une fois que j'ai tracé la droite, je vais essayer de moins crier, peut-être ça ira mieux. Une fois que j'ai tracé la droite, il me reste à déterminer de quel côté mon inégalité est satisfaite, de quel côté elle ne l'est pas. Donc pour ça, je vous donne la méthode parce que vous en aurez besoin quand vous ferez les résolutions. Donc mettons, on se trouve sur celle-là. Là. Celle d'équation 2x plus 3y égale 1500. Vous imaginez que vous êtes sur la droite et vous vous déplacez. Donc vous déplacez soit en augmentant x, soit en augmentant y, c'est pareil, la méthode marche pour les deux. Donc mettons, moi je décide d'augmenter x. Ça veut dire que je vais aller de ce côté-là. Parce que ça, c'est quand j'augmente x, j'augmente ce truc-là, d'accord ? Ça, c'est l'axe des x, ça, c'est l'axe des y. Donc j'augmente x, je vais de ce côté-là. OK, la contrainte là, de inférieur ou égal, donc c'était 2x plus 3y inférieur ou égal à 1500. Quand elle était pile poil satisfaite et que j'augmente x, elle devient plus satisfaite ou plus du tout satisfaite ? Elle n'est plus du tout satisfaite, d'accord ? Parce que si c'était pile poil égalité, si j'augmente ce côté, vu qu'il y a un coefficient positif sur le x, ça va devenir trop gros, ça veut dire plus gros que 1500. Donc quand je me déplace dans ce plan-là, la contrainte, elle n'est pas satisfaite. Du coup, ce que je fais, c'est que je le hachure. Je n'ai pas le droit d'aller dans les solutions qui sont dans ce demi-plan-là. Je prends l'autre et je fais pareil. Donc là, ça marche encore. Je me mets sur la droite, j'augmente x. Comme le coefficient de x il est positif, la contrainte ne va pas être satisfaite. Donc je barre ce machin-là aussi, ce demi-plan-là. Et je me retrouve avec cet endroit-là. Ça, c'est le domaine de mes solutions qui sont acceptables. OK ? Ça, c'est les solutions qui satisfont les contraintes. Mais je n'ai pas encore trouvé celle qui maximise ma combinaison linéaire. Donc la combinaison linéaire, elle joue aussi un rôle. Elle est là. Donc la combinaison linéaire, c'était 50x plus 40y, le truc à maximiser. Moi, ce que j'ai tracé, c'est, encore une fois, la droite sur laquelle ce machin-là est constant. Donc vous tracez la droite d'équation 50x plus 40y. OK ? Elle est là. Donc quand vous vous baladez là-dessus, 50x plus 40y, ça ne bouge pas. Toujours pareil, de quel côté ça augmente ? Soit c'est de ce côté, soit c'est de ce côté. Je refais le même truc, je regarde quand je suis ici, si j'augmente x, donc je vais dans ce côté-là, ça fait augmenter mon objectif. Donc c'est la direction qui augmente mon objectif, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là. OK ? Donc maintenant, ça devient entièrement formulé ce que je veux. Moi, je veux trouver la solution admissible dans cette zone grise qui est le plus possible dans cette direction-là, dans la direction de ma flèche bleue. OK ? Parce que quand je la prends le plus loin possible dans cette direction-là, c'est là que mon objectif est maximisé. La droite, c'est quand mon objectif est constant. Et quand je me déplace orthogonalement à la droite, c'est là où j'augmente le plus vite mon objectif. Orthogonal ne joue pas vraiment de rôle. Ce qu'on veut, en fait, c'est la parallèle à ce truc-là qui est le plus en haut à droite possible, le plus dans le sens de la flèche bleue possible. Okay ? Donc la flèche bleue, vous pouvez imaginer comme étant orthogonale à ma droite où elle est constante. Et alors c'est quoi le point de cette zone-là qui est le plus dans cette direction-là ? Ben on y va, on trace les parallèles à ça. Donc par exemple, je fais une parallèle à ça. Ah non, je peux encore la pousser à droite.
je fais une parallèle à ça. Là, je l'ai trop poussé. On voit qu'en fait, celle qui va être le plus loin et admissible, c'est celle-là. C'est celle qui passe par ce point-là. Et ce point-là, qu'on ne voit plus du tout, il était matérialisé. C'est le point 375-250. C'est le point de la zone admissible qui maximise la fonction linéaire que je me suis donnée, parce que c'est celui qui est le plus loin dans cette direction-là. Okay. Donc pour résoudre un problème linéaire, vous allez le faire en TP. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez le faire en TP, en TD pardon, derrière. Vous exprimez toutes les contraintes linéaires, ça vous fait des droites. Vous trouvez la région qui est admissible pour ces contraintes. Vous exprimez la fonction objective, ça vous fait une autre droite. Vous prenez la perpendiculaire à cette fonction objective, la bonne direction, et vous cherchez le point qui est le plus loin dans cette direction, dans votre zone admissible. OK. Donc la solution maximale, est-ce que j'en parle maintenant ça? Voilà. La solution maximale, elle est toujours atteinte sur un point. Alors ce machin-là, là, la zone admissible, là, délimitée par des hyperplans, on appelle ça un polyèdre. Et la solution maximale, elle est toujours atteinte sur un point du polyèdre. Alors ce n'est pas forcément un point à l'extrémité vraiment... ça peut être un point sur un segment de l'enveloppe, là, ici. Hein. Ça pourrait être là. D'accord? Mais, enfin, ouais, non, en fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. C'est toujours atteint sur un point, vraiment un point. Si c'est atteint là, c'est aussi atteint là et là. Ça ne peut pas être atteint là et pas atteint là, être atteint là et là. Bref, on verra ça dans les TD. Peut-être pas la peine d'en parler maintenant. Donc, pour résoudre des programmes linéaires de façon automatique, évidemment, on ne va pas passer par la représentation graphique. La représentation graphique, c'est pour nous, pour facilement comprendre ce qu'on cherche à faire. Il y a des algos pour ça. Des algos qui sont des manipulations d'inéquations. Il y a une technique pour éliminer les variables, pour le faire de façon à ce que ça ne tourne pas en rond et pour progresser vers une solution. Et il y a des façons de faire ça qui sont polynomiales en temps. Donc ces problèmes, si vous arrivez à formuler votre problème qui vous est donné de façon exacte par un programme linéaire, vous avez une solution efficace à votre problème. D'accord ? Donc c'est un peu, je crois que c'est le deuxième cas qu'on voit d'algo polynomiaux. Le premier, c'était pour Flow, Max et Mincut. Maintenant, on a un cadre général dans lequel c'est polynomial. Et tout ce qui est formulable en programme linéaire, ça l'est. En pratique, la solution qu'on utilise le plus, en général, c'est la solution qu'on appelle l'algo du simplex. Lui, il n'est pas polynomial. Donc les solvers, il y a beaucoup de solvers. Si vous voulez résoudre un programme linéaire, vous allez sûrement utiliser le solver basé sur le simplex, mais il n'est pas garanti d'être polynomial. Il a des exécutions exponentielles. Et on a mis très longtemps à fermer vraiment la question de est-ce qu'on pouvait vraiment le faire en temps polynomial. Déjà à montrer que le simplex n'était pas toujours polynomial, et à montrer qu'en fait on pouvait toujours le faire en temps polynomial. Donc c'est quand même un cadre assez général et pas facile à résoudre, la programmation linéaire. Mais ça se résout en temps polynomial. L'algorithme du simplex, par exemple, qu'est-ce qu'il vous retourne? Il vous retourne trois trucs, qui sont les trois choses, les trois possibilités dont on a parlé. Soit le problème est infaisable, il vous répond infaisable, c'est-à-dire que l'ensemble de vos contraintes n'est pas satisfiable tout à la fois. Toutes les contraintes ne sont pas satisfiables par une seule assignation des variables. Par une assignation des variables. Il n'y a aucune assignation qui satisfait toutes les contraintes à la fois. Ou alors, si c'est satisfiable, mais il n'y a pas de maximum, le maximum est infini, là, il vous répond non borné. Ou alors, si c'est ni l'un ni l'autre, si votre problème est faisable et qu'il n'est pas non borné, il y a une solution optimale. Il y en a peut-être plusieurs. Okay. Okay. Pourquoi il y en a plusieurs? Peut-être que ce n'est pas la peine de faire du suspense. Pourquoi il y en a plusieurs? Imaginez que le truc qui a maximisé, par exemple, ça soit pile poil parallèle à cette droite-là. Si la fonction a maximisé, elle n'est pas comme ça, mais elle est comme ça.
parallèle à cette droite marron. Donc là, et que la direction de maximisation, ce soit comme ça. Ben, du coup, l'endroit qui va maximiser, ça va être cette droite-là, qui est exactement confondue avec votre droite de contrainte. Donc là-dessus, vous avez plein d'endroits où vous pouvez prendre la solution optimale. Ça veut dire que vous pouvez faire X1 pantalon, Y1 veste ou X2 pantalon, Y2 veste, vous gagnerez pareil. Vous ne ferez pas le même nombre de pantalons de veste, mais vous gagnerez pareil. Okay. Quand c'est comme ça, vous pouvez avoir envie de rajouter des contraintes d'ailleurs, pour choisir quelle solution vous allez prendre là-dedans. Par exemple, vous pouvez vous demander, est-ce qu'il y a un truc où il y a X qui est égal à Y? Ça satisferait ma contrainte de tout à l'heure de dire, est-ce que je peux faire le même nombre de pantalons et de vestes? Ouais, il y a un point ici qui le fait apparemment. Okay. Donc voilà le cas dans lequel vous avez plusieurs solutions, c'est quand c'est tout un segment, par exemple en dimension 2, qui est solution, pas uniquement un point, ça arrive. Okay. Alors là, pour l'instant, vous êtes peut-être déçus. Ça serait normal parce que j'ai quand même donné une définition très restrictive du problème. Il faut que les variables soient positives déjà. Peut-être vous, dans votre modélisation, vous n'avez pas envie que les variables soient positives. Il y a des variables négatives quand même dans la vie. C'est peut-être pas que des contraintes inférieures ou égales que vous avez non plus. C'est peut-être il y a des contraintes supérieures ou égales, il y a des contraintes d'égalité. Il faut que ça soit exactement égal à ça dans votre problème, etc. Donc en fait, vous pouvez penser, ouais, même si j'ai un problème qui s'exprime de façon linéaire, je ne vais peut-être pas tomber sur cette formulation-là. Du coup, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on sait résoudre de façon polynomiale. Eh bien si, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, ça c'est le cadre standard, mais toutes les petites variations que vous pouvez avoir en tête autour de ce cadre-là, en fait, on peut les ramener dans ce cadre. Par exemple, si ce n'est pas un problème de maximisation, mais un problème de minimisation, que vous avez envie de considérer. Moi, j'ai dit, c'est un problème de maximiser un truc. Si vous voulez minimiser un truc, ben, qu'à cela ne tienne, vous multipliez par moins 1 votre combinaison linéaire, d'accord? Donc, maximiser le, je ne sais pas moi, x1 plus 2x2, minimiser x1 plus 2x2, si vous avez ça, ben, vous pouvez le transformer en maximiser moins x1 moins 2x2. Okay. Donc en multipliant tous les coefficients par moins 1, vous passez du min au max. Vous vous ramenez dans le cas où, ok, maintenant ce qu'on cherche, c'est un max. Si vous avez des contraintes sur des variables où c'est pas xi doit être positif, c'est xi doit être négatif. Encore une fois, vous multipliez par moins 1. Vous changez la variable xi pour xi' qui est moins xi. Et ça vous fait que xi', elle doit être positive. Et vous exprimez le problème en fonction de xi' plutôt que xi, c'est-à-dire vous multipliez par moins 1 les coefficients de xi. Donc on peut se ramener à des contraintes, à des variables qui soient négatives. Si vous allez dire, mais oui, mais moi j'ai peut-être des variables où il n'y a pas de contraintes. Elles sont ni négatives, ni positives. Okay. À ce moment-là, vous les séparez en deux. Exactement comme vous avez dû faire un jour dans votre vie avec les fonctions en mathématiques, on prend la partie positive et la partie négative. La variable, je peux l'écrire comme un truc positif moins un autre truc positif aussi. D'accord ? On peut toujours l'écrire comme ça. C'est-à-dire que quand elle est négative, il y en a un des deux, celui qui est positif vaudra 0. Quand elle est positive, celui qui est négatif vaudra 0. Okay ? Mais les deux seront toujours positifs. Donc je peux la casser en deux. Partie positive moins partie négative. Et les deux parties sont positives. Donc je peux me ramener, même s'il n'y a pas de contrainte, je peux me ramener à des contraintes de positivité. Je fais deux variables au lieu d'une. Si vous avez une contrainte, je ne l'ai pas mis d'ailleurs, mais si vous avez une contrainte, ce n'est pas xi négatif, c'est pas xi supérieur à 0, c'est xi supérieur à 2. Ah ouais, là ça ne marche plus. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous ramener dans le cadre de contrainte de positivité ? Changement de variable. Xi seconde, c'est égal à xi moins 2, et ça, c'est positif. Okay. Donc, c'est vraiment très général. Vous avez n'importe quelle contrainte inférieure ou égale à une constante, c'est bon, ça marche. Et s'il n'y a pas de contrainte, ça marche aussi, vous cassez la variable en deux. Ok. Vous pouvez avoir des contraintes d'inégalité qui ne soient pas des supérieures ou égales, mais des inférieures ou égales. Là, vous l'avez senti venir, on multiplie par moins 1, ça renverse
l'inégalité et je me retrouve avec, je multiplie tous les coefficients par moins 1, je me retrouve avec une contrainte de inférieur ou égal. S'il y a des contraintes d'égalité, alors là, je ne peux pas multiplier par moins 1, ça ne sert à rien. Mais je peux faire deux choses. Soit je dis en fait une contrainte d'égalité, c'est deux contraintes, à la fois inférieur ou égal et supérieur ou égal. Et j'ai dit que je savais traiter les deux. Celui qui était supérieur ou égal, je peux le ramener à un inférieur ou égal. Donc je peux l'écrire comme deux contraintes. Ou bien, si j'ai une contrainte d'égalité, je peux aussi éliminer une variable. J'en prends une qui a le coefficient positif, je l'écris du coup celle-là comme une fonction des autres. Et j'élimine cette variable partout. C'est une possibilité. Okay, les deux possibilités sont admissibles. Donc en fait, ce problème, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas la forme standard, c'est une forme sur laquelle on va se baser pour résoudre. Mais en fait, même s'il n'est pas exprimé dans ces contraintes aussi strictes, n'importe quel truc avec des inégalités et des égalités et des contraintes qui sont des inégalités, qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre, ou que ce soit 0 ou une autre constante, ça marche encore. Donc c'est quand même un cadre très général dans lequel vous pouvez essayer d'exprimer les problèmes que vous rencontrez. Ça ne marche pas toujours. Quand est-ce que ça ne marche pas ? Par exemple, je n'ai pas essayé, mais je pourrais, on avait résolu quoi ? Stable max dans les graphes. On avait fait un algo pour stable max dans les graphes. Tiens, maintenant, je pourrais essayer de l'exprimer comme un programme linéaire, stable max dans les graphes. Ça va marcher ou pas ? Rappelez ce qu'on a fait, stable max dans les graphes. On a fait un algo exponentiel en faisant du branching, ce qu'on a appelé du branching. Si vous ne vous rappelez pas ce que c'est, jetez-y un œil à nouveau. Est-ce que ce problème, je vais arriver à le modéliser sous forme d'un programme linéaire ? J'aimerais, moi. Tu dis non, mais pourquoi ? Exactement. On avait dit, ce problème, il est quand même NP difficile, le problème du stable max. Or là, je suis en train de vous dire qu'il y a des algos polynomiaux pour la programmation linéaire. Donc, il y a un truc qui est sans espoir, c'est d'essayer de modéliser les problèmes difficiles par de la programmation linéaire. D'accord ? Mais parfois, vous pouvez tomber sur un problème, vous ne savez pas encore s'il est difficile ou pas, parce que vous êtes le premier à vous intéresser à ce problème. Donc, une bonne approche, ça peut être d'essayer de le modéliser par programme linéaire. Si ça marche, bingo, votre problème qui vous intéresse, il n'est pas difficile. Ça, c'est un jour de chance. Est-ce que je parle du primal dual ? Oui, mais vite fait alors. Donc, si je reviens au problème standard, maximiser une combinaison linéaire sous des contraintes de inférieur ou égal, avec des variables positives. Ce problème, il se trouve qu'il est complètement équivalent. Donc, le maximum que je peux atteindre, c'est exactement la même chose que le minimum que je peux atteindre dans un autre problème, qui lui est un problème de minimisation. Donc je change maximiser pour minimiser. La combinaison linéaire, ce n'est pas la même, j'ai changé mes variables. La combinaison linéaire, ce n'est pas la même. Il y a un truc qui est commun, par contre, c'est les coefficients. Les coefficients, c'est les mêmes. Alors, qu'est-ce que j'ai changé ? En passant à ça, c'est ce qu'on appelle le problème dual. Le problème dual de mon problème de maximisation en forme standard, c'est un problème de minimisation. Et c'est un problème de minimisation qui a plus n variables, mais m variables. Celui-là, il a m variables et il a n équations. Donc l'autre, il avait l'inverse. L'autre, il avait n variables et il avait m équations. Eh bien, celui-là, c'est l'inverse. Il a m variables et n équations. D'accord ? Les coefficients que je trouve dans la combinaison linéaire à minimiser, c'est les seconds membres du problème original. C'est les BI. Les AIJ, ils sont pareils, ils sont juste, la matrice est transposée, on verra ça dans un instant. Et les seconds membres, donc, c'est plus des inférieurs ou égales, c'est des supérieurs ou égales. C'est minimisé et sous des contraintes de supérieur ou égal.
Et les seconds membres, qu'est-ce que c'est? C'est les coefficients de la combinaison linéaire à maximiser dans le premier problème. Donc il y a une espèce de shift, il s'échange les trucs. Il s'échange le nombre d'équations et le nombre des variables. Il s'échange le truc à maximiser et les seconds membres. Voilà. Par contre, toujours contrainte de positivité pour les nouvelles variables. Ça, c'est la formulation duale. Okay. Et le théorème, c'est que si j'ai une solution optimale pour le primal, le problème original, alors le dual aussi admet une solution optimale et les valeurs objectives, c'est les mêmes. Okay. Donc s'il y a une solution optimale dans le premier, optimale, hein, s'il y a vraiment un truc qui atteint le maximum, c'est un vrai maximum, c'est pas non borné, alors le dual aussi a un vrai maximum. Et les valeurs, c'est égal. Le maximum du premier, c'est égal au minimum du deuxième. En fait, si vous regardez la transformation, si vous calculez... Ouais, alors je ne sais pas si ça a un grand sens, mais... ce machin-là, bon, on peut le ramener en forme standard. Il n'est pas en forme standard parce que c'est un problème de minimisation, c'est des supérieurs ou égales, c'est pas des inférieurs ou égales. On peut le ramener en forme standard. Si vous le ramenez en forme standard et que vous prenez le dual de ce machin-là, vous tombez sur le primal. C'est pour ça qu'on dit que le dual du dual, c'est le primal. Du coup, ça vous dit quoi? Ça vous dit que ce machin-là, en fait, c'est une équivalence. Je peux dire aussi, si le dual admet une solution optimale, alors le primal aussi, et les deux solutions, les deux objectifs sont égaux. Donc ça veut dire qu'en fait, ces deux problèmes, ils admettent une solution optimale en même temps, ou ils font un truc bizarre en même temps. Un truc bizarre, c'est soit ils ne sont pas satisfiables, soit ils sont non bornés. D'accord ? Par contre, ce n'est pas forcément qu'ils sont en même temps pas satisfiables ou en même temps non bornés. Ils peuvent être un qui est satisfiable, pas satisfiable, et l'autre qui est non borné. Okay. On ne va pas avoir beaucoup plus de temps, du coup peut-être je m'arrête là et on va enchaîner sur les TD. Ah oui, une dernière chose que je veux vous dire, importante. Importante pour moi en tout cas, mais un peu pour vous aussi.